Bonjour à tous. Pour vous tous qui arrivent un petit peu tôt, on va commencer dans une minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Eh bien, nous allons démarrer. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Rayet. Je dirige France Carbone Agri et nous animerons cette réunion avec Fanny, notre responsable du pôle partenariat, et Elodie qui s'occupe de communication. Alors, merci déjà d'avoir pris d'empiéter sur votre temps d'alimentation. Certains probablement d'ailleurs le poursuivent devant cette visio. Nous allons donc dédier l'heure qui suit à une présentation d'une étude que l'on a menée avec Capgemini. Euh, Avec une coalition d'acteurs engagés que vous voyez à l'écran, parmi lesquels l'ANIA, la coopération agricole, le Crédit Agricole, Livelihood, McDonald's, Pingree et Nestlé, qu'on remercie évidemment pour leur confiance. Étude au travers de laquelle on a essayé d'aborder les enjeux de comptabilité et de traçabilité carbone pour un cadre de multifinancement de la transition bas carbone agricole. Euh, En termes de logistique, nous répondrons aux questions à la fin de la présentation et à la fin de cette heure. Posez votre question dans la section Q&R que vous voyez en haut de votre écran. Et pour le reste, l'agenda du jour consistera à une introduction sur le contexte par Fanny, et ensuite on vous exposera le cadre, notre compréhension du cadre réglementaire et quelques cas pratiques permettant d'approcher les problématiques à la fois de manière conceptuelle mais également de manière concrète. Et enfin, nous conclurons. Fanny, je te laisse poursuivre. Merci. Dans la slide suivante, je vais déjà commencer par vous présenter France Carbone Agri. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui nous connaissent mal, on est une jeune entreprise puisqu'on a été créé suite à la création du label bas carbone en 2018 par le ministère de la Transition écologique. Créé d'abord en tant qu'association, puis en tant qu'entreprise, par les agriculteurs et leurs filières. On a 15 actionnaires qui nous supportent aujourd'hui et qui rassemblent beaucoup d'acteurs du monde agricole.
3000 agriculteurs sont engagés avec nous sur des projets label bas carbone et 100 entreprises contribuent régulièrement à la transition en achetant les crédits carbone issus de ces projets. On est une société à mission dont la raison d'être est d'accompagner la transition écologique des agriculteurs via la rémunération de leurs actions, améliorant leur bilan carbone et environnemental. Et nos engagements, c'est la transparence, puisque au moins 75% de la valeur de ces crédits carbone retourne aux agriculteurs. Le collectif, puisqu'on s'appuie sur un réseau de 80 partenaires techniques sur le territoire qui accompagnent les agriculteurs avec nous. Et sur l'expertise scientifique, puisque on a dans notre comité scientifique des personnes des instituts techniques. Sur la slide suivante, donc le sujet qui nous intéresse dans le cadre de ce webinaire est le suivant. On constate un engagement croissant des entreprises pour la décarbonation de leur scope 3 agricole, avec notamment 88% des entreprises du CAC 40 qui sont engagées dans une trajectoire SBTI. Dans ce domaine, on a un enjeu croissant qui est la séquestration carbone, mais il y a des freins majeurs de financement, d'où un besoin critique de combiner les sources de financement, et cela dans un foisonnement de standards dans lesquels il peut être difficile de se retrouver et de se positionner, et c'est ce qui limite aujourd'hui les entreprises dans leurs actions. Sur la slide suivante, donc, en impulsant et en cofinançant l'étude menée par Capgemini, la coalition d'acteurs que vous voyez figurer à droite et qui représente toute la chaîne de valeur agri-agro, souhaite faire émerger un cadre partagé de comptabilisation, de traçabilité des projets pour l'atténuation du carbone en agriculture. Et cela pour donc accélérer le financement de la transition agricole bas carbone, pour répondre aux besoins de la décarbonation des chaînes de valeur agricoles de manière conforme à la réglementation et aux standards, et favoriser les approches partenariales. On en profite d'ailleurs à ce stade pour remercier tous ces acteurs qui ont mené cette étude avec nous. L'étude a permis de poser un certain nombre de bases qui doivent permettre aux entreprises de se sécuriser et d'agir malgré des référentiels qui n'ont encore pas complètement atterri. Et Capgemini a pour cela mené une étude approfondie des réglementations et des normes, interviewé des experts réglementaires et des experts dans les différentes méthodologies, analysé les pratiques et les besoins du secteur agroalimentaire et interviewé toutes les parties prenantes dans l'accompagnement des projets de décarbonation. Ce qu'on va vous présenter ici n'est donc pas à proprement parler la synthèse de l'étude qui restera confidentielle aux acteurs l'ayant financée, mais l'état de nos réflexions collectives sur le sujet. Merci, merci Fanny. Maintenant, on va rentrer dans un décryptage du cadre réglementaire et des standards qui sont utilisés par les entreprises pour pouvoir conduire leur trajectoire de décarbonation. Et on va entrecouper ces moments d'explication sur notre compréhension des standards par des exemples. Alors aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est aussi une situation qui est relativement normale, c'est que avec le déploiement d'engagement, on a une diversité d'initiatives et de pratiques qui est relativement importante sur le terrain, et de la même manière qu'on a différents outils à disposition. Pour les acteurs des chaînes de valeur, l'enjeu évidemment central, c'est d'adresser la question de la décarbonation du scope 3, et également depuis avril de 2024, une conduite aussi d'une stratégie pour pouvoir augmenter le stockage dans la chaîne de valeur avec l'émergence du standard SBTI Flag. Et donc, différentes modalités de financement peuvent être constatées, des primes filières sur les productions, diverses voies aussi indirectes sur de l'appui au conseil, de l'appui à la formation, ou encore des outils qui sont un petit peu plus récents dans leur utilisation, qui sont des certifiés carbone dans la chaîne de valeur, qui peuvent être de nature justement à répondre à ces enjeux de décarbonation et donc aussi de rentrer dans une démarche de conformité par rapport à des engagements de décarbonation.
Puis enfin, on a des acteurs qui interviennent en dehors des chaînes de valeur, dont l'objectif est d'avoir un impact positif sur le contexte environnemental, et qui ont différents outils également à leur disposition. Donc les crédits de compensation, qui sont des dispositifs qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années, pour pouvoir compenser des émissions résiduelles, et puis des certificats de contribution qui sont en train de monter en puissance et qui permettent aux entreprises de participer à la neutralité globale. On va se concentrer sur les outils qui sont de l'ordre du volontaire et du privé dans le cadre de ces démarches, mais naturellement, ils sont amenés à avoir des complémentarités avec d'autres dispositifs tels que les subventions, les PSE, les rémunérations autour des bioénergies ou par exemple les certificats d'économie d'énergie. Et cette liste est évidemment loin d'être exhaustive. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'outil qui est en réalité l'outil qui historiquement a été le plus largement utilisé dans les filières. C'est le facteur d'émission spécifique alloué à un produit, c'est-à-dire une quantité d'émissions de gaz à effet de serre par unité de produit, par exemple par tonne de blé, par 1000 litres de lait, qui est l'unité la plus usitée. Et sur cette base-là, qui s'intègre parfaitement aux comptabilités d'inventaire, eh bien, les outils de financement utilisés sont les primes à la production, la prime sur les pratiques, les divers, on en a abordé tout à l'heure, mais également de plus en plus, on voit émerger des conditions d'accès au marché pour avoir des facteurs d'émission qui soient spécifiques, c'est-à-dire spécifiques à la culture, collectés spécifiquement par rapport à la production et ne se reposant pas sur des référentiels génériques. Ça a pour avantage évident que, de par son caractère historique, c'est un schéma qui est privilégié et relativement bien encadré par le GHG Protocol et SBTI. En termes de traçabilité et de pilotage dans la chaîne de valeur, c'est aussi un outil avec lequel les acteurs sont plus habitués à fonctionner. Mais par contre, ça pose aussi quelques contraintes de déploiement que les acteurs concernés connaissent bien, les enjeux de sécurisation de conditions de traçabilité, avec des chaînes de contrôle à intégrer au bon niveau, des besoins de sécuriser la capacité de revendication, en particulier vis-à-vis des crédits de compensation. C'est un dispositif qui a un intérêt de simplicité, mais qui cible en réalité plus la performance, c'est-à-dire une performance carbone à la tonne ou au kilo, mais qui ne cible pas une démarche de progrès. Et donc à cet égard, ça peut aussi être une limite pour des initiatives qui visent à un changement de pratique. Et donc du coup, en l'isolant. Et puis naturellement, vu qu'on parle d'un facteur d'émission, on ne parle pas de séquestration additionnelle qui devient un sujet important. Ça sent qu'aujourd'hui, les entreprises ont des obligations de déclaration distinctes entre le volet émission et le volet séquestration. Sur le deuxième outil, la deuxième grande famille d'outils que l'on connaît, que l'on constate, c'est des certificats d'intervention dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire des projets qui permettent de réduire les gaz à effet de serre ou d'augmenter les absorptions de carbone et permettant la génération d'un crédit ou d'un certificat carbone, qui peut être transféré à l'intérieur de la chaîne de valeur. Et donc là, la grande différence par rapport au dispositif précédent, c'est qu'on est sur une approche qui est pas d'inventaire, c'est-à-dire de comptabilité où on fait le recensement de l'ensemble des émissions d'une entité, mais on est à l'échelle d'un projet et pour évaluer son progrès. Voilà, la réduction, comme vous l'avez à l'écran, soit de l'empreinte carbone d'un litre de lait, soit de l'empreinte carbone d'un kilo de blé. Et donc la voie de financement, c'est au travers de ces certificats, la rémunération des progrès. Ça a comme avantage évidemment natif d'accompagner le changement de pratique et de viser le caractère additionnel. Ça peut être plus particulièrement pertinent pour les actions de stockage qui s'inscrivent dans le temps, c'est-à-dire que
on va cibler des changements de pratique sur plusieurs années pour permettre de stocker du carbone dans les sols. Et comme on le sait, le stockage de carbone dans les sols, c'est quelque chose doit être déployé sur plusieurs années. Et puis enfin, ça peut être également un dispositif intéressant pour partager le financement dans une filière, c'est-à-dire par des dynamiques partenariales, se dire qu'on accompagne un changement de pratique avec un impact cible sur lesquels les différentes parties prenantes s'accordent pour le financer. Ce qui est plus compliqué avec ces dispositifs-là, c'est que c'est des dispositifs plus nouveaux, moins bien encadrés, et donc derrière qui doivent amener à une interprétation des cadres type GLG protocole ou SBTI flag. Il y a des référentiels ISO qui peuvent permettre d'aider à déployer ce type d'initiative. D'ailleurs, un certain nombre existent et s'appuyant également sur sur ces cadres de certification. On a également, de la même manière que sur les crédits, que sur les facteurs d'émission, des enjeux de traçabilité pour pouvoir s'assurer évidemment que l'intervention est bien dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est un sujet qui est fondamental pour assurer la sincérité de la démarche. On a un sujet également de cohérence entre la production concernée et le type volume de certificat, c'est-à-dire comment on fait le lien entre l'intervention que l'on réalise sur une exploitation et la remontée comment dire, de certificats que l'on intègre au scope 3 d'une production bien déterminée. Il y a des enjeux également relativement forts d'intégration entre comptabilité projet et comptabilité d'inventaire qui aussi recèlent un certain nombre de complexités. Et puis enfin, il y a aujourd'hui un besoin de préciser un réel modèle de service qui s'appuie sur les méthodes validées dans le cadre du label bas carbone qui aujourd'hui sont largement utilisées sur le territoire français. Troisième sujet, la montée en puissance de l'enjeu de la séquestration dans les filières agri-agro. Depuis avril 2024, on l'évoquait pour les entreprises de notre secteur qui ont donc des émissions relatives au secteur des terres qui font plus de 20%, elles doivent intégrer dans leurs objectifs net zéro la séquestration. Il se trouve que pour de nombreuses entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, le stockage additionnel est un levier essentiel pour pouvoir atteindre ces engagements net zéro. Et cela s'inscrit dans des démarches de changement et donc on applique sur ces projets-là une comptabilité dite projet additionnel. Le volet séquestration aujourd'hui est relativement nouveau dans la mise en œuvre de ces politiques de décarbonation et en réalité porte des enjeux assez complexes à piloter de sécurisation de la revendication. D'abord sur les méthodes d'évaluation, il y a des exigences qui sont posées, tiers 2 et tiers 3. Pour faire simple, le tiers 1, c'est des données, ces méthodes-là sont définies par le GIEC et le tiers 1, c'est des forfaits donnés par le GIEC. Le tiers 2, c'est plus au niveau national. Le tiers 3 avec des données terrain. Donc une exigence de qualité de données et donc de qualité de méthode, mais également de qualité de données qui portent aussi des enjeux importants d'opérationnalisation. Donc des méthodes voilà, nationales à minima et idéalement avec des données terrain. Deux, des données primaires, c'est-à-dire issues des exploitations agricoles que l'on considère. Donc ça, c'est pour la qualité de l'évaluation. Ensuite, il y a un sujet de traçabilité de l'intervention pour s'assurer qu'il y a un lien entre l'entreprise et l'intervention et les démarches. Donc ça peut être un lien capitalistique, ça peut être un lien entre l'activité de l'entreprise et le stockage sur la ferme. Pouvoir s'assurer que cette ferme est bien dans la chaîne de valeur. Puis ensuite, il y a un sujet qui est, pour le coup, relativement technique, mais qui est un sujet fondamental, c'est l'allocation de la séquestration sur une exploitation à la production. Parce qu'une exploitation agricole a classiquement 7, 8, 9 cultures qui sont implantées, peut aussi avoir des ateliers d'élevage, et donc comment on alloue entre ces différentes productions la séquestration.
Et donc, le cadre relativement général qui est posé par ces standards internationaux s'appuie sur des principes relativement simples, mais qui derrière appellent à une interprétation et accord entre les parties d'un même projet. Ces conditions simples, c'est une causalité qui est la meilleure possible, des critères pertinents, exacts, cohérents et transparents pour qu'on puisse établir la manière dont la séquestration a été allouée. Des critères énergétiques et physiques sont à privilégier, mais on peut très bien aussi avoir un critère financier possible, pour le dire simplement, si une entreprise qui travaille avec une exploitation finance la totalité du stockage de cette exploitation, alors elle peut être en mesure de revendiquer la totalité. Mais c'est surtout le point central en réalité de tous ces critères qui sont posés, c'est que une exploitation agricole, comme on le disait, ayant plusieurs ateliers, plusieurs cultures, est nécessairement amenée à travailler avec une multitude d'acteurs. Et donc l'enjeu central, c'est d'avoir des règles cohérentes entre les parties prenantes d'un même projet, donc d'une même ferme, pour pouvoir asseoir un mode de fonctionnement qui soit partagé. Les conditions de traçabilité. Deuxième sujet, quatrième sujet sur lequel on souhaitait vous exposer quelques réflexions. On l'a vu, il y a des outils pour justement financer la transition dans la chaîne de valeur, les facteurs d'émission, les crédits, les certificats d'intervention, comment piloter le stockage sur la ferme, mais il est également fondamental pour les acteurs des filières de pouvoir établir que les projets soutenus, les facteurs d'émission revendiqués sont bien issus de la chaîne de valeur de l'exploitation. Les standards existants sont demandeurs toujours de la donnée la plus précise possible, mais également idéalement d'une traçabilité physique la plus exigeante. On parlera d'identité préservée, on parlera aussi de ségrégation. Mais on se rend rapidement compte qu'au regard de l'organisation d'un certain nombre de filières, cette préservation de cette identité physique et ce suivi par exemple, de l'empreinte carbone d'un litre de lait bien précis ou d'un grain de blé sur l'ensemble de la chaîne de valeur est en réalité très compliqué, voire impossible, et en plus extrêmement coûteux. Et donc, le GAG protocole tolère l'utilisation d'un bilan massique, c'est-à-dire qu'on fait un bilan à l'échelle d'une certaine structure pour pouvoir ensuite allouer et redistribuer euh, le caractère bas carbone de la production collectée. Elle autorise l'approche par bassin d'approvisionnement, ce qui est aussi un enjeu important pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir une certaine souplesse sur le fonctionnement, mais dans des cadres qui soient exigeants. Voilà. Et donc au niveau du bilan massique, c'est évidemment des mécanismes de responsabilité, des règles d'attribution sur les critères bas carbone, garantir l'exclusivité que quand sort par exemple d'un point de collecte un litre de lait bas carbone, eh bien vers par exemple un acheteur, l'exclusivité de la revendication de l'empreinte carbone de ce litre de lait soit bien assurée. Donc tout un ensemble de règles, de bonnes pratiques à mettre en place et qui aujourd'hui est possible, sur lequel aujourd'hui, en tout cas, il y a encore des discussions importantes au niveau de ces standards sur la pérennité de cette approche, mais qui de facto semble la meilleure et la plus adaptée à la structuration actuelle de nos filières. Un point sur la qualité des données qu'il est permis d'utiliser. Idéalement, évidemment, c'est des données à la ferme, voire à la parcelle, qui sont préconisées. C'est en tout cas une exigence pour tout ce qui est intervention et projet et valorisation d'une intervention agricole. C'est également une exigence pour tout ce qui est séquestration. Par contre, pour tout ce qui est données d'émission, il est autorisé à utiliser des données secondaires, c'est-à-dire des données régionales ou échantillonnées pour pouvoir valoriser l'évolution positive des pratiques sur un certain bassin d'approvisionnement. Voilà pour le volet un petit peu théorique sur lequel on voulait vous exposer un certain nombre d'éléments.
Maintenant, on a quelques exemples à vous présenter. J'ai essayé effectivement d'illustrer ces différents concepts en parlant toujours du même exemple. Donc une exploitation qui produit du blé, du lait et qui convertit une partie de ses grandes cultures en prairies permanentes. Donc elle mène un projet label bas carbone et elle fait baisser donc l'empreinte carbone de chacune de ses productions. Vous voyez à gauche le facteur d'émission initial, puis réduit et le gain carbone en valeur absolue qui est généré. Si on se concentre sur le blé pour démarrer, la première façon de valoriser cette baisse, comme le disait Pierre, est pour le collecteur d'acheter à l'agriculteur un facteur d'émission réduit, avec par exemple le moyen d'une prime filière. Il va se sécuriser contre la double revendication en établissant un contrat avec l'agriculteur qui exige de sa part qu'il ne vende pas ce facteur d'émission réduit de ce blé à un autre client. Et le collecteur pourra s'en assurer éventuellement en consultant le registre label bas carbone. Euh, voilà, il pourra s'en assurer. Ce collecteur peut ensuite revendre ce facteur d'émission réduit à l'industriel plus en aval de la chaîne, qui demandera au collecteur la traçabilité de ce blé et une garantie de gestion de la non-double revendication. Sur la slide suivante, si les deux acteurs, plutôt que d'être dans cette relation commerciale d'achat de facteurs d'émission réduits qui ponctue l'aboutissement d'une transition, préfèrent ensemble cofinancer le projet de changement de pratique de l'agriculteur, en assurant éventuellement une partie des risques de perte de rendement temporaire. Ils peuvent financer un certificat d'intervention, récupérer le carbone sous forme de crédit en valeur absolue et le retraduire en facteur d'émission réduit selon leur méthodologie propre. La partie grande culture qui est convertie en prairie permanente, elle va produire un stockage de carbone additionnel sur la période qui peut être revendiqué par cet industriel s'il le finance. Il doit pour cela s'assurer que la mesure du stockage ait été calculée à partir de données primaires ou secondaires. Il doit utiliser une règle d'allocation pertinente, transparente et partagée. Et il doit démontrer que l'exploitation est bien dans sa chaîne de valeur. Merci Fanny. Donc là, on a abordé le sujet des chaînes de valeur. Sur le hors chaîne de valeur, on a aujourd'hui les crédits, le système des crédits carbone volontaires, qui constitue en agriculture un potentiel levier de financement de la transition pour pouvoir accompagner ce secteur dans sa décarbonation. On a en réalité trois dispositifs dans les cadres de reporting existants. On a les deux, en tout cas les deux grandes familles de contributions. Donc la contribution hors périmètre de l'entreprise à la neutralité globale, qui est à privilégier selon SBTI, un reporting qui est hors bilan et donc qui fait que l'entreprise, en tout cas, ne le valorise pas sur son propre périmètre et donc de facto n'en prend pas vraiment possession pour pouvoir valoriser son engagement propre. À l'inverse, la compensation, qui était historiquement le dispositif le plus largement utilisé, permet d'avoir une approche qui permet de compenser des émissions résiduelles. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un dispositif qui n'est pas valorisable dans le cadre d'engagement net zéro selon SBTI et la CSRD, mais qui est par contre continue à être adopté par un certain nombre de secteurs pour pouvoir compenser des émissions. Donc on pensera par exemple au secteur aérien dans le cadre de leurs obligations réglementaires. Enfin, le troisième point qui est une forme de déclinaison de la compensation, c'est la neutralisation, qui a été concept qui a été renforcé par le standard SBTI Net Zero, qui permet aux entreprises de compenser leurs émissions résiduelles, c'est-à-dire 10% des émissions initiales par du stockage permanent, afin d'atteindre cet objectif net zéro à 2050. Par contre, ce dispositif
porte un enjeu extrêmement fort d'opérationnalisation de l'agriculture au regard de la question de la permanence, sachant qu'une exploitation agricole, dans son activité normale, évidemment, est amenée à évoluer. Et donc, cette permanence, plus les coûts de gestion de cette permanence, voire la comptabilisation de la permanence sur la durée, sont des enjeux encore pleinement à traiter. Si effectivement ces crédits carbone hors chaîne de valeur sont un levier potentiellement puissant d'accompagnement de la transition de l'agriculture, il y a également un sujet de gestion de la double revendication. C'est-à-dire que s'assurer que les acteurs des filières puissent revendiquer de manière rigoureuse leur trajectoire de décarbonation et que de l'autre côté, les acteurs qui financent puissent aussi être dans leur bon droit pour pouvoir revendiquer l'impact des financements qu'ils allouent à ces mesures. Donc, au-delà de ce que vous avez sur le visuel, vraiment l'élément central, c'est que quand il y a l'émission d'un crédit de compensation issu d'une ferme agricole, les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur ne peuvent pas bénéficier des facteurs d'émissions réduits issus de cette même exploitation. Et donc c'est à cet égard qu'il faut gérer ce risque de double revendication. Le deuxième point qui est aujourd'hui peut-être un élément moins majeur, mais qui demeure important à gérer, c'est qu'il faut s'assurer que un projet de transition bas carbone donnant lieu à génération d'un crédit carbone selon un certain standard ne donne pas lieu à la génération d'un crédit carbone par un autre standard ou plusieurs fois dans un même standard. Pour le dire simplement, une même unité de réduction doit générer un seul certificat. Et donc ça, c'est un autre élément à piloter pour les acteurs de l'écosystème. Et puis enfin, ajoutons que par rapport à ce qu'on expliquait précédemment sur la différence entre compensation et contribution, les certificats de contribution, quant à eux, n'exigent pas d'éviter le double comptage car ils ne sont pas comptabilisés in extenso dans le bilan GES de l'entreprise qui finance cette contribution en lien avec des objectifs éventuels de compensation. Donc, compensation, risque de double comptabilisation et de double revendication à piloter. Contribution, ce risque n'existe pas. Et donc, par rapport à ce risque de double revendication, des outils relativement, en tout cas simples dans leur approche, plus compliqués dans leur mise en œuvre existent. D'abord, la contractualisation est évidemment le dispositif central pour pouvoir permettre aux acteurs de se mettre d'accord sur des modes opératoires. Dans le cadre de projets multipartites, eh bien, ça définit les droits et devoirs de chacun des opérateurs. Et par rapport à ce que l'on évoquait précédemment sur le stockage, dans le cadre des règles d'allocation retenues sur le stockage, le contrat, dans le cadre d'un projet multipartite, constitue un dispositif qui permettra à chacun de se mettre d'accord sur la manière de revendiquer et de gérer ses allocations. Et puis ensuite, de manière je dirais plus naturelle, entre l'acheteur et le vendeur de matières premières, c'est établir les possibilités et conditions de revendication des facteurs d'émissions spécifiques et en particulier les partages d'informations sur d'éventuelles valorisations de crédits carbone volontaires. Et puis entre le mandataire, tel que France Carbone Agri, qui représente des agriculteurs pour la labellisation, et leur commercialisation, établir les possibilités de valorisation de ces démarches de progrès, soit en contribution, soit en compensation, soit dans les deux, mais dans tous les cas en garantissant une obligation d'information. Et puis enfin, deuxième outil qui est central dans le pilotage de ce risque de double revendication, c'est le registre. Et on a aujourd'hui un registre sur le label bas carbone qui s'est considérablement étoffé et qui nous permet aujourd'hui en tout cas d'assurer une gestion sur le risque de double émission. Alors oui, mais également on a un sujet d'interrogation entre les différents registres des différents standards, sujet qui d'ailleurs est aussi à l'agenda européen. Mais ce registre, en tout cas, a une vocation qui est extrêmement claire et qui permet d'établir un lien
entre un agriculteur, donc un porteur de projet selon notre jargon, et le bénéficiaire, qui est donc le contributeur, par rapport au lien financier, mais également comptable, qui lie les deux acteurs. Et puis, le registre a aussi un intérêt central, c'est il peut établir les conditions de revendication, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est prévu dans le cadre du registre label bas carbone, il permet d'établir les conditions de revendication par le bénéficiaire, c'est-à-dire soit en compensation et en contribution. Donc, pour dire les choses simplement, la contractualisation permet d'établir les règles au départ d'un projet de fonctionnement entre acteurs. Le registre permet de vérifier que les conditions définies initialement sont bien respectées. Dernier sujet sur ce volet, théorique. Voilà, pour retracer la séquence. Comment les acteurs des chaînes de valeur peuvent s'emparer du financement et de la revendication de schémas de transition bas carbone. Comment ça peut être complété par des financements hors chaîne de valeur. Gérer le risque de double revendication par rapport à ces différentes démarches. Et là aussi, sur la génération de crédits carbone, on a un sujet qui est-ce qu'au lancement du projet, les financements dont bénéficie déjà l'agriculteur pour pouvoir se lancer sont suffisants ou non? C'est ce qu'on appelle le risque d'additionnalité financière que l'on doit piloter et qui est absolument central dans la crédibilité et la légitimité du dispositif. Par contre, il appelle quand même des enjeux d'opérationnalisation qui sont particulièrement lourds, justement, avec le déploiement des approches par budget partiel qui sont en train de se répandre et qui ont commencé dans nos schémas en label bas carbone en grande culture et qui sont en discussion avancée dans le secteur de l'élevage pour pouvoir établir la légitimité de ce besoin de financement pour permettre à l'agriculteur d'adopter le changement de pratique, mais derrière aussi avoir des conditions de mise en œuvre qui soient praticables par les opérateurs des filières, même si on sait qu'il y a toujours des possibilités d'utiliser des voies par rabais, mais qui ne sont évidemment pas la voie à privilégier. Quelques derniers exemples qui vont traiter de l'articulation entre ces différents dispositifs. Alors, donc, si on reprend notre exemple, le producteur il a le droit au regard des standards, de vendre son facteur d'émission réduit de blé à ses acheteurs de blé, tout en vendant le gain carbone correspondant à un contributeur hors chaîne de valeur, si celui-ci achète bien ses crédits carbone sous forme de contribution. Effectivement, la contribution n'étant pas retranchée du bilan carbone de ce contributeur, mais intégrée à sa CSRD ou dans sa trajectoire net zéro comme une contribution carbone, c'est-à-dire un appui financier externe à un projet de décarbonation, il n'y a pas de risque de double revendication et ça permet à l'agriculteur de financer sa transition. L'industriel, lui, pourra vérifier dans le registre si l'agriculteur a vendu des crédits carbone et sous quelle forme, contribution et non pas compensation. Sur la slide suivante, le cas est différent si l'agriculteur vend des crédits de compensation, par exemple correspondant à tous les gains carbone réalisés sur les autres ateliers que le blé. Cette compensation étant intégrée dans ce cas par les contributeurs dans leur bilan carbone, il ne pourra pas vendre ses gains, qu'une fois en compensation et ne pourra vendre aux acteurs de la chaîne que du facteur d'émission générique. Là aussi, tous les acteurs de la chaîne peuvent vérifier la nature de la vente du crédit carbone sur le registre d'État. Pour conclure, le label bas carbone atout fardeau pour un projet de multifinancement, derrière cette question qui peut paraître polémique. On a aujourd'hui évidemment un sujet sur l'utilisation du label et son adaptation aux enjeux des filières. C'est au travers de toutes les interviews qui ont été conduites
on a pu constater le soutien, en tout cas que ce standard, de par le soutien gouvernemental, a bénéficié d'une crédibilité élevée, que c'est un standard qui est spécifiquement adapté au contexte locaux-français, et ce qui augmente sa pertinence et son efficacité sur le terrain. Standard classé parmi les plus performants en matière de mesurabilité, vérifiabilité, permanence, additionnalité et unicité, qui fournit des méthodes et outils de calcul qui sont efficaces et qui aujourd'hui se déploient sur l'ensemble du territoire de manière importante. Et puis ensuite, enfin, une procédure de labellisation qui est plus simple et moins onéreuse que pour certains grands standards internationaux. Par contre, on a clairement encore des axes d'amélioration. Évidemment, on a toujours tendance à se pencher sur ces besoins d'amélioration. On a besoin d'avoir un label qui renforce son agilité pour pouvoir s'actualiser au gré des améliorations scientifiques disponibles. Et aujourd'hui, l'actualisation des méthodes, la validation des nouvelles méthodes est quelque chose qui prend du temps et donc qui freine les déploiements de l'initiative. Le registre, on en a parlé, on a aujourd'hui un registre qui est mis en place, qui est riche, mais qui doit encore, en tout cas, être précisé sous certains aspects pour pouvoir mieux gérer les risques de revendication. On a un sujet qui est central également pour pouvoir permettre la reconnaissance à l'international, et à commencer par l'Europe dans le cadre des discussions sur les cadres de certification des absorptions dits CRCF, favoriser l'adoption du standard par les groupes internationaux. Pour le dire simplement, aujourd'hui, il y a des groupes internationaux qui souhaitent utiliser des standards de décarbonation qui leur semblent robustes. Quand ils doivent explorer la possibilité d'un standard spécifique à la France pour pouvoir intervenir, c'est toujours quelque chose de compliqué et de coûteux à leur niveau, donc qui pose toujours, en tout cas, qui constitue un frein. L'accessibilité des crédits carbone. Aujourd'hui, le label bas carbone est un des rares standards dont les certificats ne sont pas accessibles. Et au gré des différentes interviews et des échanges qu'on peut avoir avec les acteurs, on voit que cette accessibilité permettant la création d'un marché secondaire, la transformation en actifs de ces crédits permettrait à un certain nombre d'acteurs de mobiliser plus largement ce standard et ainsi drainer des financements plus importants. Puis ensuite, deux sujets plus techniques. La méthode de stockage carbone agri, qui aujourd'hui est encore en tout cas en travail pour pouvoir s'améliorer et puis pouvoir être plus largement reconnu par les standards internationaux, en passant d'une qualité de méthode tiers 1, 2 à tiers 2, 3. Et puis sur le volet grande culture, va établir des critères d'allocation entre cultures qui va permettre justement de faciliter l'organisation entre les acteurs pour pouvoir cofinancer des démarches de transition intégrant le volet séquestration. Enfin, peut-être un mot en tout cas qui est peut-être un peu qui dépasse la vocation de cette présentation. On a aujourd'hui besoin d'un cadre qui soit plus incitatif si on veut démultiplier la capacité de financement de la transition carbone agricole au travers de la contribution. Nécessairement, ça peut passer par une meilleure, en tout cas, intégration au cadre d'engagement, voire de communication du dispositif de la contribution pour pouvoir permettre aux entreprises de mieux le valoriser. Une fiscalité dédiée pourrait être à l'étude parce qu'on finance des actions d'intérêt général. La commande publique peut aussi avoir un rôle sur le déploiement de ce type d'initiative qui, encore une fois, vise une question d'intérêt général au travers de la décarbonation de nos activités anthropiques. Voilà, et donc ce visuel pour conclure avant de répondre à vos questions, on a un cadre qui est en évolution. On est encore en attente une version définitive du GHG protocole Land Sector qui est extrêmement structurant sur les approches. On a la CSRD dont on voit que les conditions de mise en œuvre sont rediscutées et donc évidemment qui crée une forme de parasitage de l'action.
La capacité à communiquer au travers de Green Claims, de la directive Green Claims, est aussi dépendante du point d'aboutissement des discussions sur cette directive. Les discussions sur le cadre de certification des absorptions, on l'a évoqué précédemment, est un élément central aussi par rapport à la reconnaissance du label bas carbone au niveau européen et à sa mobilisation possible par les acteurs. Et puis également la mise en place d'un ETS agricole dont la Commission, qui aujourd'hui est soumis à un certain nombre d'études à l'initiative de la Commission, qui pourrait être de nature à, en tout cas, à changer le cadre réglementaire de la décarbonation de l'agriculture et de ses filières. Des sujets encore à préciser, on l'a évoqué, la gestion de la permanence. La gestion de la permanence, que ce soit dans le cadre des standards, mais également dans le cadre de la CSRD ou de la réglementation européenne, l'opérationnalisation des certificats d'intervention. Bref, encore un large nombre de sujets à préciser. Des sujets qui sont aussi à déterminer en collectif, dans le cadre de projets multipartites. Et on n'en a pas parlé dans le cadre de cette réunion, mais c'est comment on arrive à cibler les pratiques prioritaires à mettre en place dans les exploitations agricoles pour pouvoir faciliter en tout cas la mise en place de démarches qui ont des impacts importants et rapides. Déployer des modèles de rémunération lisibles pour les agriculteurs permettant leur engagement, piloter les données de manière efficace, parce que derrière tout ce que l'on a décrit tout au long de cette réunion, eh bien, il y a beaucoup d'échanges de données, il y a des sujets de collecte de données, de comment on les échange, comment on les travaille, comment on les traite, comment on les contrôle. Et donc, c'est des sujets lourds à mettre en place et sur lesquels une plus grande rigueur est à exiger. Et ensuite, l'intégration de la problématique carbone à une approche plus large, telle les approches d'agriculture de régénération, qui embarquent des sujets aussi qui sont à pleinement embrasser entre la biodiversité, la qualité d'eau ou la qualité de l'air. Et donc voilà comment on arrive à mettre en place ces dispositifs dans un cadre mouvant par rapport à des problématiques alimentaires et environnementales qui sont urgentes, mais d'ores et déjà un cadre d'action possible quand on s'appuie sur les premiers principes, en tout cas les grands principes que l'on a pu évoquer au long de cette réunion. Voilà. Je vous propose que l'on, avec Fanny, que l'on prenne le temps de quelques questions pour finir sur ce webinaire. Pierre, je pense que tu ne vois pas les questions. Pas encore. Donc, je vais te les lire les unes après les autres. Je vais couper mon micro après chaque lecture. Donc, on a une première question sur... alors, la présentation illustre la complexité de réaliser un montage financier multi-acteurs pour soutenir le coût de la transition, notamment à la ferme. Cette expertise est-elle proposée par France Carbone Agri? Et où est-ce aux porteurs de projets Association Générale d'engager une montée en puissance? Aujourd'hui, on est en discussion avec un certain nombre d'acteurs justement pour pouvoir partager des démarches partenariales. Mais on peut aussi, au niveau de France Carbone Agri, participer à des projets sur lesquels les acteurs locaux se sont mobilisés. Évidemment, on pourra apporter une forme d'expertise sur la conduite de la labellisation, sur le pilotage des données avec le développement d'Agri-Project Management que l'on a co-développé avec l'Institut de l'élevage pour pouvoir tracer les données. Et puis ensuite, avec le Crédit Agricole, on a développé une initiative qui s'appelle Carbios pour pouvoir amplifier la commercialisation, en tout cas la valorisation des démarches de contribution et s'inscrire ainsi dans des projets multipartenariaux. Merci Arnaud pour cette question. Je vois les questions maintenant. Vincent Roger, peut-être, du coup, je prends la suite, Fanny, sur les questions. Bonjour, à quand les projets sur France Carbone Agri en lien avec la chaîne de valeur de la filière porcine? Ce serait avec un immense plaisir quand la méthode label bas carbone porcine sera validée. Je crois que
la profession et l'Institut français du porc sont en discussion avec l'administration depuis de nombreux mois pour pouvoir trouver une méthode qui convienne aux exigences de chacune des parties. Sur la question de Laure Mitchelm d'Arvalis, qui est évidemment très largement investie sur la question de la méthode grande culture. Donc bonjour Laure déjà. Sur la question des allocations, et Laure nous indique qu'ils sont en train de travailler depuis déjà de nombreux mois sur les critères d'allocation qui doivent être intégrés dans la seconde version de la méthode grande culture. Nous avons le cadre méthodologique et sur les tests et espérons aboutir à une proposition opérationnelle rapidement. Merci Laure, c'est une super nouvelle. Bonjour, merci pour la présentation. Est-il envisagé d'intégrer les sujets enjeux d'adaptation au changement climatique dans ces réflexions standards, sachant qu'il existe des synergies fortes entre décarbonation et résilience climatique? Ce que l'on, en tout cas, notre approche sur cette question-là, c'est que les sujets de transition et de transformation doivent aboutir à une meilleure résilience climatique et économique des exploitations. Et donc le bénéfice environnemental ou purement carbone doit venir conforter cette résilience renforcée des exploitations. Et donc, par rapport à ça, évidemment, la teneur en carbone organique du sol est aussi de nature à renforcer la résilience d'une exploitation, tout autant que travailler sur l'autonomie protéique d'une exploitation en élevage et une meilleure gestion des déjections doit permettre à l'exploitation d'être plus résiliente. Alors, il y a Étienne qui nous pose la question, est-ce que des agro-industries ont déjà validé ces règles de cumul prime filière plus contribution? Par exemple, est-il possible pour un agriculteur engagé dans le LBC avec LCA de percevoir des primes colza BAGES? Sur le colza BAGES, il y a... Alors, la première partie de la question, est-ce qu'aujourd'hui des agro-industries ont déjà validé la coexistence de contributions et de primes filières? La réponse est oui, c'est des choses qui existent déjà. Tout le monde ne l'adopte pas. Il y a des approches, évidemment, enfin, pas évidemment, mais en tout cas, il y a des approches qui sont très ségrégées en disant s'il y a une prime sur cette culture par rapport à des pratiques bas carbone, alors la contribution ne peut pas s'appliquer à ce périmètre, mais à un autre périmètre. Sur le volet des primes colza BAGES, on a un sujet qui est en tout cas qui est travaillé sur la possibilité d'articulation des différentes méthodes, en particulier relativement au stockage où les approches sont relativement différentes. Et c'est un sujet complexe mais non encore pleinement abouti. En tout cas de notre côté, mais c'est ce qui ne veut pas dire que d'autres acteurs ne l'aient pas vu. Est-ce que toutes les pratiques de l'agriculture et de l'élevage sont couvertes par un label bas carbone et où a-t-on des angles morts? Alors autour de la table, en tout cas des micros, il y a d'autres acteurs qui seront plus pertinents que moi sur le sujet. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les méthodes bas carbone sont établies à un moment T, considérant l'état des connaissances scientifiques. Et donc, progressivement, quand de nouvelles solutions peuvent intervenir, je pense en particulier à des compléments alimentaires, par exemple qui permettent de réduire les émissions de méthane entérique, eh bien, ces solutions sont amenées ensuite à être intégrées progressivement. Donc, est-ce qu'il y a encore des angles morts? Il y en a sans aucun doute. Bonjour Charlotte.
et Guichard, qu'est-ce qui définit que le crédit est un crédit de contribution ou de contribution? La certification est-elle différente? Non, c'est exactement le même système de certification qui amène à la génération d'un crédit à l'issue des 5 ans d'un projet label bas carbone, par exemple. C'est l'utilisation qui en est faite par le bénéficiaire qui définit la nature la nature du crédit. Étienne, qui nous repose la question, qui nous pose la question chez l'acheteur de crédit carbone, comment vérifier en pratique s'il fait de la contribution ou de la compensation? Au début du projet, dans le cadre des relations commerciales que peut avoir l'agriculteur, c'est le contrat qui le détermine et la vérification peut passer par la consultation du registre qui va définir si l'agriculteur a bien fait de la compensation ou de la contribution. Je vous passe rapidement toutes les questions. Hop. Et Mathieu, de nombreuses laiteries incitent, contraignent leurs éleveurs à réaliser des diagnostics CAP2ER. Deux questions. Que faut-il y voir en termes de stratégie de valorisation? Eh bien, c'est que, et ensuite, pour garder la valeur de la séquestration, de la diminution des émissions, quelles sont les précautions ou les actions à mettre en place euh, par les éleveurs? Euh, Donc là, sur l'électrique, que faut-il y voir en termes de stratégie de valorisation? Bah, c'est qu'on a un certain nombre de laiteries qui sont engagées dans des stratégies de décarbonation. Donc le CAP2ER leur permet d'évaluer l'empreinte carbone du lait qu'elles collectent. Donc pour pouvoir déjà préciser leur bilan carbone. Et puis ensuite, elles ont un certain nombre de clients. Et on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises de la grande distribution qui ont pris des engagements de décarbonation. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pour elles de pouvoir servir cette demande. Euh, et ensuite, pour garder la valeur de la séquestration, de la diminution des émissions, quelles sont les précautions ou les actions à mettre en place par les éleveurs? Euh, vous avez deux leviers, évidemment, c'est toujours les négociations, en tout cas les discussions que vous pouvez avoir avec votre laiterie. Et puis ensuite, il y a le volet complément qu'on peut apporter au travers de la contribution qui peut permettre aussi d'avoir un complément de financement. Dans votre exemple, la valeur bas carbone de la prairie serait valorisée spécifiquement de la valeur bas carbone du lait. Alors sur le visuel précédent, donc je pense que c'est euh, sur le visuel qui était sur le stockage. Potentiellement, effectivement, la valeur bas carbone de la prairie. Alors, en fait, il y a différentes options, comme on l'indiquait, sur la séquestration. Sans revendication, on peut effectivement relier une prairie permanente ou une prairie à l'alimentation de la vache laitière. C'est d'ailleurs comme ça aussi que, et sauf contradiction de Jean-Baptiste Dolé, je crois, qui participe à cet échange, dans le cadre de CAP2ER, il y a une traçabilité qui est établie entre la prairie et l'empreinte du lait. Et donc, on peut relier effectivement, techniquement, le stockage de la prairie avec l'empreinte du lait. Par contre, quand on est sur des projets de certificat d'intervention, on pourrait imaginer que ce soit une autre filière qui finance cette intervention et qui, elle, par contre, rechercherait à la revendiquer. Donc voilà, c'est d'où l'objet en fait de se mettre d'accord sur des modalités de fonctionnement, sur les allocations et la revendication entre différents acteurs. Arnaud, les règles d'allocation seraient-elles uniformes à tout projet bas carbone ou bien chaque projet peut-il avoir une allocation spécifique, négociation de gré à gré en même temps que le prix d'achat? Sur le papier, en fait, chaque
comment dire, les revendications en fonction des accords entre les parties peuvent être variables. Si on a une entreprise qui souhaite avoir une action forte et de soutien à la décarbonation et à la séquestration, potentiellement, elle peut financer la totalité de l'action de séquestration et le revendiquer. Par contre, aujourd'hui, le fait d'avoir des règles partagées d'allocation et uniformes à tous permet d'établir une règle de fonctionnement en fonction des acteurs, de manière privilégiée des filières qui souhaitent soutenir, et puis ensuite avoir des règles dégradées pour pouvoir permettre à une entreprise X ou Y de pouvoir accompagner cette transition. Alors Louise, je pense que tu as eu ta réponse sur les règles d'allocation dictées par le comité de rédaction de la méthode. Donc c'est très bientôt. Les règles du SBTi Flag pour l'allocation de la séquestration sont-elles publiées? Alors ça sera probablement plutôt le GHG protocole qui traitera ce point-là, et le Land Sector and Removal, et on en attend, comme depuis de nombreux mois, sa publication. Et enfin, on va finir par la remarque d'Edith, et que j'espère qu'on a corrigé en cours d'échange. Il y avait un écho quand Fanny parlait. Pas que pour toi, je sais, Edith, parce qu'on m'a envoyé un SMS. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. On vous remercie à tous d'avoir encore une fois empiété sur votre temps de déjeuner. Je voudrais une nouvelle fois remercier l'ensemble des parties prenantes à l'étude. Je voudrais également remercier, parce que je ne l'ai pas assez fait, l'appui de Capgemini et de toute l'équipe, donc Jean-Baptiste, Axel et toute l'équipe qui se sont beaucoup mobilisés à nos côtés pour essayer de clarifier des points que vous voyez encore complexes. Et dans tous les cas, n'hésitez pas si vous souhaitez, si vous avez besoin de compléments d'informations ou de discussions, si on peut les préciser, et puis vous apporter toutes les clarifications nécessaires. Voilà. Bon après-midi. J'espère que ça vous permettra d'entrer bien dans votre après-midi.